Allègement du dispositif militaire français au Sahel et au Mali vers un retour à la case départ, c'est une interrogation que nous allons explorer en compagnie d'invités que vous connaissez très bien. On commencera par citer Sédik Abba, qui est journaliste, ancien rédacteur en chef du magazine Jeune Afrique, ancien chef du bureau parisien de la PANA, chroniqueur au Monde d'Afrique et auteur de plusieurs livres de référence sur le terrorisme, parmi lesquels Pour comprendre Boko Haram ou bien Voyage au cœur de Boko Haram, enquête sur le djihadisme en Afrique subsaharienne. Thiambel Guimbaïra, journaliste, analyste politique, directeur de publication de La Voix du Mali. Thiambel, bonsoir. Bonsoir, merci de cette invitation. Richard, bonsoir aux auditeurs. C'est nous. Siaka Koulibaly, analyste politique, politologue, en ligne de Ouagadougou au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Siaka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Aziz. Merci d'avoir répondu à notre invitation et c'est avec vous, Siaka Koulibaly, que nous allons ouvrir ce magazine donc avec bien entendu votre lecture de la dernière sortie du président français Emmanuel Macron lors du sommet du G5 Sahel qui s'est tenu par visioconférence et sommet au cours duquel on a vu le président du Niger, Mohamed Bazoum, aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron. Il a été d'ailleurs le seul chef d'État du G5 Sahel à être présent. Doit-on comprendre que Mohamed Bazoum, comme son prédécesseur, bien entendu, va être un allié précieux pour la France contre le djihadisme au Sahel, contre le terrorisme, mis à part les questions économiques? Oui, je pense que le Niger va jouer un rôle très important dans le dispositif. Dans l'absolu, le retrait militaire français devrait servir aux pays de la région à prendre en charge totalement l'offensive militaire qui est un des pans de la lutte antiterroriste. Cependant, il faut compter avec le fait que justement la France a dû intervenir parce que ces pays, et en particulier le Mali, n'avaient pas la capacité de faire face à l'offensive terroriste qui avait eu lieu en 2012. Donc si on prend les choses dans ce sens-là, on peut vérifier est-ce que durant les 7-8 années de la présence physique et militaire de la France au Sahel, est-ce que les armées nationales ont pu se renforcer, ont pu combler leur retard en termes de troupes, en termes d'équipement, en termes de formation, pour prendre la suite de la réponse militaire contre le terrorisme. Donc c'est ça la grande question qui se pose aujourd'hui. Sans être dans le secret des dieux dans les différents pays du Sahel, on peut dire que hormis deux d'entre eux, notamment le Tchad, mais aussi dans une certaine mesure la Mauritanie, les autres pays n'ont pas du tout aujourd'hui cette capacité à répondre aux défis terroristes qui se situent sur leur territoire. Si on prend le cas du Burkina Faso, on a vu très progressivement depuis 2015 le contrôle des troupes terroristes sur une bonne partie du territoire qu'on peut calculer aujourd'hui à autour de 42% du territoire burkinabé qui serait plus ou moins sous le contrôle donc des terroristes. Donc de ce point de vue, on peut tout de suite imaginer qu'un retrait brusque de la présence militaire française du Sahel peut entraîner beaucoup de désagréments sécuritaires, notamment aux trois pays qui sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est en même temps des défis qui sont lancés aux différents responsables politiques de ces trois pays
pour trouver des alternatives à cette présence militaire française qui a duré quand même depuis 7 ou 8 ans. Thiambel Guimbaera, comment le Mali peut s'organiser pour faire face à ce changement tactique? L'organisation du Mali est un peu difficile parce que le Mali est dans une crise institutionnelle et un peu pris au dépourvu par ce retrait brusque et unilatéral de l'armée française, même s'il y a une grande partie de l'opinion nationale qui réclame d'aller un peu plus loin dans la coopération avec la Russie. Ce n'est pas une nouvelle coopération. D'ailleurs, il faut le rappeler que le Mali a collaboré avec la Russie à son accession à l'indépendance. C'était l'Union soviétique en son temps. Mais aujourd'hui, il est difficile en tout cas de remplacer les 5100 soldats de l'opération Barkhane par rapport à la sécurisation des actions de la MINUSMA sur le territoire, sur le vaste territoire du Mali, sur le nord du Mali, et aussi au centre où les attentions se sont concentrées depuis un certain moment, surtout à la frontière des 3 pays du Liptako gourmand entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc difficilement, le Mali, qui a une armée jeune aussi qui se reconstruit pas à pas, n'est pas assez aguerri, les contingents montent en force, mais cette montée n'est pas satisfaisante aujourd'hui. Le cas de Farabou est là pour nous rappeler, c'est une inscription au centre et une occupation des villes, et d'autres cas aussi sont là. Et surtout que l'armée a payé le prix fort de cette lutte contre le terrorisme. Mais la nouvelle donne peut être peut-être le changement de la politique de l'Algérie, qui entend coopérer pleinement et se battre au-delà de ses frontières, et la capacité de négociation du Mali également de préserver des bonnes relations avec la Mauritanie et de pouvoir s'appuyer sur la Mauritanie en cas de poursuite transfrontalière. Donc, au-delà de cet aspect, il faut redynamiser le G5 Sahel, que ce soit opérationnel, en plus de la montée, de la coopération militaire avec d'autres pays en élargissant le champ, et compter que l'armée malienne puisse récupérer et que ce départ précipité annoncé ne soit pas un grand boulevard ouvert pour les forces terroristes afin d'occuper, et que le dialogue aussi s'impose, parce que il n'est pas à terme à dire qu'on va éliminer tous les Maliens qui sont engagés dedans, mais certainement les plus durs, les plus répréhensibles, ceux qui ne sont pas maliens et qui ne veulent pas du tout négocier, qui s'opposent aux valeurs et à l'état de droit, la démocratie, et qui sont surtout venus d'ailleurs. Je crois qu'à terme, la coopération entre les 3 pays est indispensable, la réactivation du G5 Sahel est indispensable, la montée en puissance des forces armées est indispensable, la diversité des intervenants, et dans le cadre de la coopération militaire ou autre, même d'autres forces africaines, est indispensable à terme pour combler ce vide que va laisser le retrait brusque de la France, et surtout ce changement de stratégie et tactique de la France qui peut pénaliser les 2 autres pays, c'est-à-dire le Burkina Faso et le Mali, mais moindrement le Niger en tout cas, parce que la force Task Takuba veut s'installer au Niger, et surtout que le Niger a jusque-là en tout cas s'est sorti du jeu, mais j'espère que cela va continuer, mais rien n'est garanti en tout cas de ce point de vue. Et Sédi Kaba, le retrait donc des forces françaises au Sahel et notamment au Mali se précise. Comment le Mali pourrait s'organiser pour faire face aux difficultés à venir? Oui, le président Macron a précisé lors du sommet du G5 Sahel, le sommet extraordinaire, les modalités et le calendrier de la réduction de la force Barkhane. Il a annoncé ainsi que certaines casernes dans le nord du Mali, à savoir Kidal, Tombouctou et Menaka, seront fermées. Il est important de préciser à ce niveau que le calendrier va être articulé de façon que le retrait des forces françaises ne porte pas préjudice à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Je crois que le président français et la France même a à cœur de ne pas laisser le terrain vide et de ne pas laisser un espace que les djihadistes viendraient occuper rapidement. C'est pour cette raison que les discussions ont eu lieu avec les pays du G5 Sahel pour que parallèlement au retrait français, qu'il y ait la montée en puissance
de la force conjointe du G5 Sahel. Parce que l'idée, c'est de ne pas laisser le Mali tout seul face au groupe djihadiste. On a vu ce que ça a donné en 2012. Personne ne souhaite qu'on soit obligé de déclencher une intervention extérieure comme en janvier 2013. Donc c'est pour cette raison que le Mali sera accompagné d'abord par les 4 pays du G5 Sahel, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, mais aussi les casernes qui vont être abandonnés par Barkhane vont être occupés par la force Takuba, la force conjointe européenne qui va avoir vocation à remplacer en partie Barkhane. De cette façon-là, on va éviter qu'il y ait un nouveau face-à-face entre les forces armées maliennes qui ne sont pas encore au point où elles peuvent assurer toutes seules la sécurité et les groupes terroristes, comme on sait, qui sont très organisés, qui malgré la présence de Barkhane ont quand même réussi à faire un certain nombre d'actions spectaculaires. Vous avez rappelé ce qu'il s'est passé en 2012, un souvenir indélébile qui a marqué le Mali et au-delà le continent africain, puisque la France avait été obligée d'intervenir à l'époque sur instruction du président d'alors, François Hollande, en déployant l'opération Barkhane. Il y a les autres pays au Sahel, mis à part le Mali. Comment justement arriver à contrer ces difficultés, cette menace terroriste au niveau des pays du G5 Sahel, Seydi Kaba? Il est évident qu'un retrait précipité des forces françaises sans coordination avec les États de la région serait lourd de conséquences pour ces pays-là. Aujourd'hui, si la France décidait de retirer ses troupes de façon unilatérale et selon un calendrier très rapproché, à une cadence très rapide, elle laisserait un vide que les armées nationales ne pourraient pas occuper à ce stade-ci. Et je pense qu'elles ont besoin de préparation logistique, matérielle, d'équipement pour pouvoir occuper le vide que le départ des forces françaises, le départ de Barkhane va laisser. C'est pour ça que, c'est pour éviter justement que ça soit contre-productif que la France elle-même a choisi un calendrier qui s'étalerait jusqu'à 2023. Et nous sommes encore en 2021, nous sommes seulement à la moitié de 2021, mais le calendrier de retour va se faire à une cadence qui nous amènerait jusqu'en 2023. Et même en 2023, c'est à peu près la moitié de 5100 hommes actuels qui vont être rapatriés. Les autres, qui sont à peu près 2600, vont être versés sans doute dans les forces spéciales qui vont participer à Takuba. Donc vous voyez, il y a une réflexion entre la France et ses partenaires pour éviter justement que le retrait soit lourd de conséquences. Et si le retrait s'est fait aujourd'hui et de façon unilatérale, il aura des conséquences très graves, à commencer par le Mali, parce que c'est au Mali qu'il y a la plus grande concentration de groupes djihadistes. N'oublions pas que c'est au Mali qu'il y a le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Iyad. C'est au Mali qu'il y a l'État islamique au Grand Sahara de Abu Adnan al-Sahraoui, et c'est au Mali que les autres groupes résiduels qui sont affiliés à ces deux grandes familles de groupes djihadistes opèrent. Donc la première victime, s'il y a un retrait aujourd'hui dans la sous-région, ça pourrait être le Mali, et je pense que ni la France ni les partenaires du G5 Sahel ne souhaitent que le départ précipité ait des lourdes conséquences. Et donc c'est pour ça qu'il y a une concertation lors du sommet. Il y a eu une concertation entre le président Macron et ses homologues, mais sur le plan opérationnel aussi, les états-majors français et les états-majors de ces pays-là se concertent pour éviter que le retrait soit contre-productif et qu'il soit et qu'il profite d'abord aux groupes terroristes.
Thiambel Guimbaera, Sélik Kaba vient de le mentionner et de le préciser, le Mali pourrait être exposé. Sur le plan stratégique, certainement que les autorités de la transition ne vont pas dévoiler leurs plans, ce qui se comprend, mais il y a quand même une réponse politique immédiate à apporter. Non, il y a une réponse, mais les réponses sont connues, les éléments sont connus. Le Mali est en crise depuis 2012 et pratiquement dans une guerre continue. Et le front social, le front politique n'était pas là pour faciliter la situation. C'était tout notre cri de détresse en son temps, de minimiser cette confrontation interne et de favoriser le front commun pour faire face à l'ennemi commun. On n'a pas été entendu. Bon, la crise, elle est là, elle perdure, elle prend toutes les formes. Malgré les mutations, les changements à la tête de l'État. Bon, l'armée a payé le prix lourd, je le rappelais tantôt. Mais c'est une armée républicaine qui est en reconstruction, qui se bat sur le front, qui n'a pas le choix que de défendre l'intégrité territoriale du pays, mais qui n'a pas bénéficié tout le temps. Le Mali n'a pas bénéficié aussi du soutien, de l'accompagnement comme cela se doit des pays frères et partenaires amis du G5 Sahel ou pas du tout du G5 Sahel. Ça n'a pas été tout le temps le cas, même si le discours politique est là, la courtoisie est là. En tout cas, le peuple malien est déterminé. L'armée malienne est déterminée, son peuple est déterminé et les voies sont connues, c'est le dialogue avec les fils du pays qui ont été incorporés de gré ou par pauvreté ou par difficulté dans des rangs. C'est la coopération militaire avec d'autres, diversifier cette coopération militaire avec d'autres qui n'intervenaient pas encore dans ce domaine. C'est le fait que tout le monde se mobilise, c'est le G5 Sahel qui va être opérationnel, c'est la collaboration avec l'Algérie qui change de position demain, aussi c'est la Mauritanie, même si on ne peut pas compter beaucoup sur ce dernier pays qui a été cité quand même, qui a aussi ses problèmes internes. C'est aussi la résistance des deux frères liés par le sang, qui est le Burkina Faso et le Niger. Mais c'est aussi l'implication en posteriori, dans le terme en réflexion, en accompagnement avec les autres pays plus loin de l'Afrique de l'Ouest aussi. Maintenant, parce que ça devient une cause africaine, ça devient une cause internationale. Si le Mali devrait demain subir des conséquences déplorables de cette situation, donc c'est la sous-région qui en pâtirait, c'est l'Europe qui en pâtirait, c'est l'échec, c'était un aveu d'échec quelque part en 8 ans de l'intervention française, de l'engagement de toute la communauté internationale. Si le Mali échoue demain, si le Mali tombe demain, c'est la communauté internationale qui est tombée, parce que le Mali s'est abandonné sous protectorat et sous influence et même sous occupation, sous tutelle, c'est le terme exact, de la communauté internationale depuis 2012. Et donc les propositions, les solutions, les préconisations, l'amunissement, les G5 Sahel, toutes ces forces proposées n'ont servi à rien, n'ont pas aidé à bouter le terrorisme hors du Sahel et hors du Mali. C'est surtout un échec pour la France qui est là depuis 8 ans. Et on a noté les inquiétudes des populations de Tombouctou à travers certains médias à l'annonce de ce retrait progressif des troupes françaises de la région. Il y a une inquiétude des populations qui vivent un calvaire, qui vivent des difficultés, qui sont en proie à du banditisme résiduel, à l'occupation des groupes terroristes plus ou moins organisés, satellitaires. Mais c'est quand même paradoxal que pendant 8 ans, et malgré toutes ces forces-là, que les nids de ces groupes terroristes ne soient pas détruits sur le sol malien et qu'ils aient encore cette capacité d'agir ou d'interagir ou d'avoir des pays de repli et de pouvoir mener des actions au Burkina Faso, au Niger et ailleurs, et même prendre de l'élan sur ces pays-là d'où on ne dit pas, en Mauritanie ou encore au Niger, on ne le dit pas assez, parce qu'il y a des élans. Boko Haram, ce n'est pas le Mali, c'est le Niger. La réalité est qu'il faut éviter une jonction entre ces deux groupes du mal dans le Sahel, ce qui pourra faire encore plus mal. La question libyenne, si elle n'est pas traitée en amont, si ce n'est pas pris en compte réellement pour éviter que tous ceux qui vont être boutés de ce pays-là demain se
refugie au Sahel, ça ne ferait que compliquer davantage la situation. Est-ce qu'un seul pays, une seule nation serait bien armée, bien outillée, quelle que soit sa bonne volonté pour pouvoir contrer cela? Les populations vivent une réalité et vivent une politique aussi, c'est la démilitarisation du nord du Mali, et cette démilitarisation par l'application de ces accords-là quand même unilatérale de ces accords sans que les troupes armées, les troupes rebelles ou terroristes narcotrafiquants soient désarmés complètement sur le territoire national. C'est cette politique qui conduit à cela. Je crois que plus ou moins l'opinion publique malienne n'est pas réceptive du tout. C'est cela, c'est que cette démilitarisation se poursuive comme cela et l'armée doit retourner au nord progressivement et pourquoi pas les bases abandonnées par la France soient occupées par l'armée malienne et aidées par ses forces Takuba et autres qui sont installées au Mali pour pouvoir récupérer le territoire national, le pacifier et surtout sécuriser les populations qui vivent dans une situation difficile. Et il y a eu, Sédi Kaba, cette actualité qui avait bien entendu été interprétée diversement sur le continent africain, à travers le continent et le monde. La mort d'Aboubacar Shekau qui avait été confirmée finalement récemment par le groupe terroriste Boko Haram. Et après cette disparition, il y a eu le renouvellement de l'allégeance à l'organisation État islamique. Donc, qu'est-ce qui pourrait changer dans le mode opératoire, Sédi Kaba? Oui, n'oublions pas que Boko Haram avait fait allégeance pour la première fois à l'État islamique en mars 2015. Et à l'époque, c'était devenu la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Et par la suite, en 2016, il y a eu une scission au sein de Boko Haram et Aboubacar Shekau est parti avec une aile qui ne reconnaissait pas l'autorité de l'État islamique. La province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest était plutôt concentrée dans la zone du bassin du lac Tchad, alors que l'autre aile qui est animée par Shekau était plus dans la forêt de Sambisa, du côté de la frontière camerounaise. Avec la mort de Shekau, il y a une dynamique de réunification qui s'est créée. Récemment, des représentants de l'aile de Shekau et celle de l'État islamique, de la province de l'État islamique, se sont mis ensemble pour faire une déclaration commune pour dire que désormais il y a une seule aile dans Boko Haram, il n'y a plus deux ailes, mais que c'est un seul groupe et que les divergences sont derrière. Les divergences du groupe sont derrière lui. Donc, à partir de cet instant, le fait de réaffirmer l'allégeance à l'État islamique est une question tout à fait symbolique. Ça veut dire que l'autre, elle aussi, est d'accord pour renouveler son allégeance à l'État islamique. Mais sur le plan opérationnel, ça ne change pas grand-chose. Parce que, comme on sait, Shekau, il lui a été reproché justement de s'en prendre aux populations civiles, de ne pas distinguer les représentants de l'État ou l'armée, de ne pas distinguer les cibles civiles et de tuer des femmes et des enfants. Donc avec cette réunification, je crois qu'un certain nombre d'exactions vont être écartées et puis Boko Haram va peut-être retrouver sa dynamique d'antan, va retrouver son processus d'antan parce que comme on sait, ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'actes crapuleux, beaucoup de choses qui relèvent du grand banditisme plutôt que de l'idéologie. Avec cette allégeance et cette réunification, je crois que Boko Haram va mettre un peu d'ordre dans ses actions et puis va se réorganiser avec sans doute un nouvel état-major avec de nouveaux dirigeants. Et voilà, donc c'est sur ce plan qu'on essaie d'observer cette évolution, mais il n'y aura pas un changement radical parce que Boko Haram a décidé de renouveler son allégeance à l'État islamique. Il faut donc faire un effort qui devrait tenir compte de tous les éléments soulignés à l'instant par Sédik Abba. Tiambel Bimbaera, on ne le dira jamais assez, la lutte contre le terrorisme, et c'est fort à propos que c'est rappelé, nécessite la mobilisation de nombreux moyens. Elle doit être holistique comme nous venons de l'entendre.
La lutte contre le terrorisme nécessite des moyens, et surtout c'est une lutte, une guerre asymétrique, on le rappellera jamais assez. C'est une guerre diffuse et une guerre de longue haleine, une nouvelle guerre pour nos armées classiques qui ne sont pas habituées à ce mode de combat, et ça a lieu à des moments où la situation géopolitique du monde est en mouvement, là où les puissances internationales comme les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, pour ne citer que ces pays-là, ne peuvent pas arrêter des attentats, ne peuvent pas empêcher les populations d'agir, des hommes conduits par le dessein de détruire, d'agir dans leur pays. Ce n'est pas dans nos pays où l'humanisme, la pauvreté, les difficultés climatiques ou le fanatisme peut prendre corps dans nos populations. Ce n'est pas là où ça va être facile d'extirper ce mal-là s'il s'installe en instrumentalisant une religion ou une pensée, ou en se glissant sur la pauvreté des populations, ou en instrumentalisant tout simplement les vies humaines. Je crois que c'est une guerre de longue haleine. Le monde actuel fait face à ce phénomène-là depuis un moment. C'est une mutation de nos difficultés et les difficultés du monde d'aujourd'hui. Il faut un traitement politique de certaines questions, un traitement économique de cette même question, mais surtout un traitement militaire des plus irréductibles qui pensent tout simplement qu'ils ont un droit divin sur les autres, qu'ils doivent les dompter et les mettre à leur niveau ou sous leur domination. C'est la difficulté de ce terrorisme. C'est aussi que les promesses tenues ne sont pas tombées depuis 2017, le sommet de mobilisation du G5 Sahel avec des rétentions, malgré les intentions, malgré la mobilisation, malgré les promesses, les moyens financiers ne sont pas là pour que ce G5 soit opérationnel. C'est aussi un double jeu ou une difficulté majeure d'appréhender les réalités sur le terrain par les différents partenaires, dont le partenaire français qui a privilégié dans ses choix et dans sa collaboration au nord du Mali la difficulté, celle liée à l'occupation de la ville de Kidal par le MNLA, qui est un groupe de bandits, malgré aujourd'hui le fait que certains soient rentrés dans les rangs, ça n'a pas résolu pourtant le problème, donc il reste entier. Et donc on s'est trompé d'ennemis, on s'est trompé de partenaires, on s'est trompé de combats. On nous a dupés, du moins la France a été dupée, elle a entraîné par force le Mali et le peuple malien, et voire même les États de la sous-région dans cette duperie, si ce n'est un double jeu qui est savamment en tout cas bien caché, et ça, j'ose ne pas le croire pour le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, et le pays qui quand même se revendique de cette démocratisation et de cette démocratie. Et Siaka Coulibaly, est-ce qu'on doit voir dans ce retrait progressif des troupes françaises au Sahel une opportunité pour les pays de la région de se prendre en main ? Je perçois principalement deux sortes d'enjeux dans ces retraits progressifs des troupes militaires françaises du Mali et du Sahel. D'abord, il y a la très ancienne relation qui lie la France avec ces pays du G5 Sahel, des pays du Sahel, qui ont été d'abord les relations de la colonisation, et ensuite les relations de coopération selon les normes des relations internationales. Donc la France entretient avec ces pays de très forts liens qui vont de la dimension diplomatique, les relations économiques, et même la géopolitique. Le second enjeu, c'est le bilan de l'engagement de la France dans le Sahel, qui s'est fait dans un premier temps avec beaucoup de succès, notamment au niveau de l'opération Serval en 2013, qui avait réussi à bloquer l'avancée des troupes rebelles et terroristes du nord Mali vers la capitale de Bamako. Et à la suite de cela, cette opération s'est renforcée avec Barkhane, qui malheureusement a eu beaucoup moins de succès que l'opération Serval. En témoigne donc l'avancée des terroristes de l'extrême nord malien jusqu'à la Côte d'Ivoire aujourd'hui.
Et si le retrait se confirmait, on pourrait conclure à un échec de l'opération militaire de la France au niveau du Sahel. C'est surtout ces enjeux qu'on peut évoquer en ce qui concerne cette volonté qui a été affirmée, qui se précise de plus en plus, de la présence militaire française du Mali et du Sahel. Et c'est une lecture partagée il y a un instant par Tiambel Guimbaera. Au-delà de ce que l'on pourrait craindre comme conséquence sur le plan sécuritaire, il y a peut-être un enseignement à tirer, Tiambel Guimbaera. Oui, les enseignements, c'est les insuffisances d'une telle guerre menée au nom des populations qui ne soient pas associées. C'est les stratégies concoctées, les méthodes utilisées ailleurs qui ont certainement fait des succès dans les pays occidentaux qui sont transposés en Afrique. C'est la rigueur du climat, la dureté du climat et de l'environnement dans nos pays, mais c'est aussi surtout le mode de vie et puis l'humanisme, l'ouverture de nos populations, la pauvreté de ces populations, le fait que ces populations soient victimes par rapport à leur bonne foi. Surtout, certains accueillent à cœur ouvert et à bras ouverts. Ce n'est pas cette méfiance, cet individualisme, ce mode de vie à l'Occident qui est au Sahel ou ailleurs dans le désert, c'est la survie. Face à la survie, les êtres humains acceptent à bras ouverts ceux qui viennent d'ailleurs, et celui qui vient d'ailleurs toujours est mieux reçu et accueilli là-dedans. Ce sont ces leçons qu'on peut tirer et apprendre que comprendre une fois pour toutes que nos destins sont liés. Si le Mali n'est pas en sécurité, l'Afrique de l'Ouest n'est pas en sécurité. Si l'Afrique de l'Ouest connaît une insécurité ou un califat dans le désert, c'est l'Europe qui est menacée. Si l'Europe est menacée, le monde est instable. Donc nous sommes liés, nos destins sont liés, nous appartenons à un environnement désormais qui doit prendre en compte les difficultés du moment, qui doit se serrer les coudes pour faire face aux difficultés et non faire porter le chapeau à une organisation, à un État ou charger une couche sociale de tous les maux de la terre. Les erreurs sont imminentes en l'existence de l'humanité. Certaines personnes peuvent commettre des erreurs en des moments donnés et certains pays aussi, certaines populations aussi par rapport à leur situation peuvent connaître des erreurs. Mais persister dans cette erreur-là et persister dans ses choix n'est pas souvent compréhensible. Et donc, on ne peut pas non plus ne pas reconnaître la réussite de Serval, le rappelait tantôt. Monsieur Koulibaly le rappelait, cette réussite est une réussite partagée, d'où la célébrité de la France en son temps. Les liens qui lient la France au Mali, à l'Afrique en général, c'est les liens de sang. Nous sommes les premiers à venir secourir l'Europe, la France, sous domination de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est normal que ces sangs mêlés, ces sangs liés, ce lien se conforte quelque part aujourd'hui, que nous ayons recours à ce peuple français pour aider à lutter contre le terrorisme. D'accord, mais à nos conditions et dans nos situations, pas dans l'incompréhension, pas dans une occupation, et pas dans le déni, et pas dans le rejet total de nos aspirations et de l'approche sociétale du Mali. Et ça ne peut pas se faire contre le Mali et surtout ne pas aider les ennemis qui n'ont qu'un seul alibi, un seul mobile, diviser le Mali ou régner en maître dans le désert, avoir du temps de l'indépendance, 30 ans, 60 ans après l'indépendance, c'est qu'ils n'ont pas eu sous la colonisation, encore moins aux premières heures de l'indépendance. Donc ça, c'est une aspiration normale. Le Mali est indivisible. C'est l'engagement de cette génération qui a hérité de ce territoire-là et qui compte le transmettre aux générations futures. Ce serait le combat. Et s'il faut se battre 40 ans, 60 ans pour ça, pour l'intégrité territoriale du Mali, nous y sommes prêts et chacun de nous se battra jusqu'à la fin jusqu'à son dernier souffle pour que le Mali reste un et indivisible. Le Mali doit rester un et indivisible. On rappelle à nos téléspectateurs que l'émission, c'est la tribune du mardi qui, aujourd'hui, traite de ce redéploiement tactique des forces françaises au Sahel et au Mali, notamment, allègement du dispositif militaire au Sahel.
vers un retour à la case départ? C'est cette interrogation, et nous sommes en train de l'explorer en compagnie de Sédik Kaba, nous le disions, journaliste, écrivain et auteur de plusieurs livres de référence sur le terrorisme, de Siaka Koulibaly, politologue en ligne de Ouagadougou au Burkina Faso, de Thiambel Guimbaera. Et à Sédik Kaba, nous avons une avant-dernière question. Sédik, comment peut-on voir, quelle interprétation peut-on faire du retrait progressif des troupes françaises au Mali et au Sahel? Quel risque comporte cette décision? Oui, comme on sait, les organisations terroristes ont surtout profité de l'effondrement de la Libye pour s'armer et exploiter les différents trafics. La Libye de Kadhafi était un des pays les mieux armés d'Afrique, puisque à son temps, le guide de la révolution, comme on disait, a profité de la manne pétrolière pour acheter beaucoup d'armes auprès de l'Italie, de la France principalement, et des autres pays aussi producteurs d'armes. Et après l'effondrement de la Libye de Kadhafi, les armes se sont dispersées et une bonne partie des armes s'est retrouvée au Sahel entre les mains de groupes djihadistes. Avec la stabilisation de la Libye, si jamais la Libye était stabilisée, et des élections organisées avec un gouvernement qui contrôlerait les frontières, ce serait déjà une avancée dans la lutte contre l'approvisionnement des armes. Une autre partie des armes a été acquise par les groupes armés lors des différentes attaques des forces armées régulières. Et à mon avis, le plus important, c'est de permettre aux forces de défense et de sécurité des pays concernés par le terrorisme d'avoir une capacité de feu supérieure à celle des groupes djihadistes. Et cela passe par l'équipement en moyens aériens. Aujourd'hui, ce qui fait le plus défaut aux forces régulières des pays concernés, c'est l'absence d'une aviation de combat. La plupart n'ont pas d'hélicoptères de combat, ou s'ils les ont, ils ne les ont pas en nombre suffisant. Donc il faudra les aider à acquérir cette supériorité aérienne. Il y a aussi des équipements de combat nocturnes comme des moyens de lunettes infrarouges. La plupart des attaques surviennent souvent la nuit parce que les groupes savent que les forces ne sont pas équipées. Donc, en même temps qu'on essaie d'organiser le tarissement de l'approvisionnement de ces groupes-là sur le marché du trafic des armes, il faudra aider les pays à avoir des moyens, une puissance de fait supérieure. Et une des pistes, en tout cas la piste la plus importante, c'est celle des moyens aériens. Pour l'instant, ils ne les ont pas, il faut les aider à les avoir et ça va être la stratégie. Et même lorsqu'on le fait, comme je le dis souvent, la solution militaire et sécuritaire, elle ne suffira pas pour le Sahel. Il faut à côté de ça avoir une solution qui prenne en compte la question du développement, la question de la gouvernance. Il faut aider les pays à donner l'espérance, à donner du travail aux jeunes pour qu'ils ne soient pas recrutables parce que, comme vous savez, au début du terrorisme, les terroristes venaient du Maghreb, de l'Afghanistan ou d'autres régions du monde. Aujourd'hui, c'est des jeunes des pays même qui sont recrutés. Donc, il faut empêcher qu'ils soient recrutés. Et la meilleure façon d'empêcher qu'ils soient recrutés, c'est de leur donner du travail. Et pour l'instant, on en est loin. Voilà comment il faut envisager la solution. Elle doit être holistique, elle ne doit pas être que militaire. Elle doit intégrer le développement, elle doit intégrer l'économie, elle doit intégrer la gouvernance. Et dans le cadre du bassin du lac Tchad, elle doit même intégrer l'écologie. Parce que le tarissement du lac Tchad et de la Koumadougou-Yébé sont des facteurs qui fragilisent les populations et qui rendent les groupes armés plus actifs. Thiambel Guimbaera, on a fait le tour de la question. On a vu qu'il y a sur le plan opérationnel de grosses difficultés qui vont se poser, notamment pour les armées du G5 Sahel. Le Niger, qui est un pays clé dans ce dispositif, a été honoré avec l'invitation du président Mohamed Bazoum en France, même si
il y a aussi des raisons économiques, parce qu'il y a l'uranium du Niger qui intéresse. Oui, le fait que le Niger soit privilégié par rapport à ce sommet de Pau, c'est le seul chef d'État du G5 Sahel qui a pu faire le déplacement de Paris et qui s'est exprimé aux côtés de Macron, qui s'est exprimé d'ailleurs avec un peu trop de zèle, où son discours n'a pas été bien entendu et accepté du côté de Bamako. Il a fait un rectificatif après, même si c'est... Les mots qu'il désigne sont repris par les hommes politiques maliens. En tout cas, venant d'un chef d'État d'un pays frère et ami, l'opinion publique malienne a rejeté cela. S'il pouvait faire autant et se lever comme un seul homme, rejeter la lutte du terrorisme, rejeter les terroristes qui agissent sur notre territoire, rejeter tout ce qui empêche le Mali de se développer, ça nous aurait vraiment aidé. On en a plus que besoin de cette cohésion. Le fait que le Niger soit le seul pays invité, c'est d'abord la position géostratégique de ce pays-là, et que l'armée, rappelez-vous que l'armée nigérienne aussi a payé le prix fort de cette lutte contre le terrorisme. Le premier sommet de Pau a été reporté par rapport au carnage d'un camp nigérien. Et donc, on ne peut pas me dire que tous ces hommes-là viennent du territoire malien. Ce n'est pas possible. Quelque part, ce n'est pas trop lisible cette volonté, même si la France aujourd'hui, après l'état-major du G5 Sahel, essaie de déployer encore au Niger la task Takuba pour que Takuba ait sa résidence au Niger et soit basé au Niger. C'est protéger ses intérêts, c'est mettre en avant cette protection des intérêts. Dans la reconfiguration géostratégique et géopolitique de la sous-région aussi, avec le départ des plus vieux politiques, le président nigérien se dresse les lauriers de la France pour se retrouver dans une position de faiseur ou en tout cas d'amis affranchis dans la zone. On voit que la Côte d'Ivoire, avec ses difficultés, le président qui a son 3e mandat après le président du Burkina Faso et le président sénégalais, donc ils se servent un peu, ils sont en rang serré un peu à l'entrée de l'étroit palais de l'Élysée pour se faire les yeux doux de la France. C'est une façon pour eux d'être des relais importants de la politique française là-bas, ou d'être privilégiés en tout cas par rapport aux relations avec la France. On a connu cette région. L'Afrique subsaharienne a tout le temps connu cela. La France s'est appuyée sur certains chefs d'État, en rappelant celui du Tchad récemment, dont l'armée a joué un grand rôle. Peut-être qu'aujourd'hui, le Niger est en passe d'être utilisé. C'est là parce qu'on a vu que le président Bazoum est tout de suite en Algérie comme émissaire peut-être de la France pour voir qu'est-ce que l'Algérie peut faire pour supplanter ce retrait programmé, et l'Algérie qui a entrepris de combattre au-delà de leurs frontières, pourquoi pas porter des messages pour qu'ils s'impliquent davantage dans la lutte contre le terrorisme. Bref, nous sommes dans une protection des intérêts françaises sur le sol africain, dont l'uranium, vous l'avez rappelé, nous sommes dans une reconfiguration géopolitique et géostratégique en Afrique au sud du Sahara par rapport à la nouvelle classe des chefs d'État qui arrivent au pouvoir. Nous sommes aussi dans un jeu de dupes où il faut faire porter le chapeau à un pays par rapport à l'échec de la France. Le Mali l'a porté pendant 5 ans, 6 ans, 8 ans. Bon, ça suffit comme ça, on ne peut pas continuer à le porter. C'est nos populations qui meurent, c'est notre armée qui est tuée, c'est les Africains qui tombent sur notre sol, c'est les amis français qui tombent aussi sur notre sol, c'est le monde entier qui est à nos trousses, et on continue à déverser du sang sur ce sol malien-là. Il n'a rien fait pour cela. C'est plutôt une terre de paix, de fraternité, de dialogue, d'ouverture et de communion. C'est ça le Mali. Ce n'est pas une terre qu'il faut irriguer par le sang des autres ou le sang de ses enfants. Écoutez, nous sommes bien entendu solidaires avec le peuple malien dans cette lutte contre le terrorisme qui, bien sûr, doit prendre fin ou du moins doit être contenu pour permettre au pays de se développer et de respirer. Les pays du G5 Sahel ont quand même été préparés, ils ont été prévenus, ou bien ça a été perçu au départ comme une forme de chantage? Non, les pays du G5 Sahel, les pays du G5 Sahel ont été prévenus, bien sûr, vous le dites à juste titre, prévenus, mais si on analyse
chacun de ces pays, son degré d'engagement dans cette lutte contre le terrorisme, c'est à géométrie variable. Le Tchad est un pionnier en la matière et les soldats tchadiens sont venus combattre jusque dans l'Hydrar, les Zifogas depuis 2012 jusque-là. Et le Tchad est le contingent militaire, plus gros contingent militaire déployé au Sahel. Il a payé le prix le plus lourd de cette lutte contre le terrorisme. Et ensuite, la Mauritanie qui est là n'a jamais connu d'attaque terroriste. Et on vante les mérites de cette armée mauritanienne, mais quand même, ce sol a juste là été épargné. On se pose la question. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont les champs d'évolution. Et cette situation a quitté le nord du Mali pour se recentrer pratiquement sur cette frontière du Liptako. Géographiquement, le Sahel est la poursuite du désert, c'est la porte d'entrée vers le sud. Donc, nous voyons que ça obéit à une règle qui s'explique géostratégiquement, qui s'explique aussi par les difficultés de ces trois pays à faire face, trois pays qui n'ont pas accès à la mer, trois pays qui sont isolés dans l'interland, trois pays qui connaissent aujourd'hui un quatrième État par des réfugiés de part et d'autre des frontières, que ce soit au Niger, au Burkina Faso ou au Mali. Et cette population du Sahel, cette population qui vit déjà dans des difficultés, est aujourd'hui confrontée à l'exode. Ils sont partis de ce jeu depuis des années. Ils sont dans les camps des Béra, dans les camps des Tinouf et ailleurs également dans cet espace-là. Ça en rajoute à la difficulté dans cette zone-là. Mais le G5 Sahel militairement n'a pas prospéré parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Si la Mauritanie a un pacte de non-agression avec les groupes terroristes, ce n'est pas le cas de Mali, ce n'est pas le cas de Niger. Donc ils ne font pas face, et non plus du Burkina Faso, ils ne font pas face avec la même rigueur, la même détermination, et les armées ne sont pas logées à la même enseigne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et Seydi Kaba, et ce sera la dernière question, les groupes terroristes sont très bien équipés. Est-ce qu'il est possible d'envisager de couper leurs moyens d'approvisionnement? La meilleure façon et la stratégie qu'ils ont adoptée, c'est que parallèlement à l'arrivée de la force Takuba, qui va atteindre avec le déploiement des contingents des autres pays européens que la France, va atteindre rapidement 2000 hommes, et cette force va combattre aux côtés des armées nationales du G5 Sahel les groupes terroristes. Mais à côté de ça, les pays du G5 Sahel ont prévu que leur force conjointe qui n'a pu être montée jusqu'ici, qui est en partie opérationnelle, mais qui n'a pas atteint sa vitesse de croisière, va elle aussi monter en puissance avec notamment le soutien de l'Europe, mais surtout la possibilité que la force soit placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, parce que ce placement sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies va permettre de financer la force. Jusqu'ici, c'est l'administration américaine qui s'était opposée à ce placement sous le chapitre 7. La France, les pays du G5 et même l'Union africaine est d'accord pour que ça soit placé sous le chapitre 7 afin de régler la question du financement. Il y a aussi un engagement à accompagner la force sur le plan logistique et sur le plan de son armement en matériel sophistiqué. Donc, si cela se réalise, ça va permettre aux pays du G5 Sahel de consolider les acquis, parce qu'il y a eu quelques acquis dans la lutte contre le terrorisme depuis le sommet de Pau en janvier 2020, et les pays ne veulent pas perdre ces acquis. On se souvient justement que dans le cadre du renforcement de la prise en charge de la question sécuritaire par les pays africains eux-mêmes, le Tchad a envoyé 1200 hommes dans la zone dite des trois frontières, à cheval entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc tout ça, je pense, participe de la réorganisation, et comme l'a dit le président du Niger, je crois que maintenant les gens ont conscience que
il faut que la sécurité du Sahel soit assurée par les Sahéliens eux-mêmes. Merci. Merci Seydi Kaba de nous avoir accordé ces quelques minutes. On rappelle que vous êtes en ligne de Paris en France et que, bien entendu, vous êtes un journaliste engagé dans le travail pédagogique qui est fait pour aider à comprendre le terrorisme et ses mécanismes de fonctionnement. Tiambel Guimbaera, c'est avec vous que nous allons conclure puisque nous avons quelques problèmes de liaison téléphonique avec Siaka Coulibaly. Le plus important, malgré cet incident que vous avez souligné et ces propos du président Mahamadou Issoufou qui n'ont pas été bien perçus au Mali, le plus important est de se rendre compte qu'il faut, et de s'être rendu compte qu'il faut se mettre ensemble pour lutter, pour faire reculer le terrorisme et qu'il est impossible de procéder autrement pour les pays du Sahel. Non, nos destins sont liés. C'est ensemble que nous réussirons ou c'est ensemble que nous périrons. Le Mali, le peuple malien, le peuple nigérien sont liés aussi par le sang. Ce ne sont pas des propos, des déclarations d'un jour qui vont changer cet état de fait. Et nous sommes engagés Gao à Gao, tu te sens plus proche du Niger que là. Il y a même des empires du Kanem Bornou et l'empire de Gao qui s'étendait jusqu'au l'empire Songhai qui s'étendait jusqu'au Niger. Donc il y a un lien de sang entre nos deux pays et cela on ne peut pas l'ignorer. De langue, de tradition. Le peuple nigérien et le peuple malien sont deux peuples meurtris qui font face aujourd'hui à une difficulté et dont le destin est plus que jamais lié. Et maintenant, pour sortir de ce débat-là, je disais qu'il faut faire attention quand même quand on a les déclarations, les propos qui sont là. 2000 hommes de la force Takuba qui remplacent 5100 hommes. Le G5 Sahel, malgré la montée des puissances, même si ces forces venaient à être placées sous le chapitre 7, la réorganisation doit prendre quelque chose et le renseignement est le nerf de guerre de cette organisation. Nous sommes là dans une continuité d'une guerre par procuration. Hier, c'était les Français à la première ligne qui se battaient, les Tchadiens, les Maliens. Aujourd'hui, on veut aller chercher les Tchèques, les Suédois, les Italiens, les Estoniens pour venir remplacer l'armée française. Mais à terme, ce qu'il nous faut, c'est que ce soit l'armée malienne qui sécurise le territoire malien, l'armée burkinabé qui sécurise le territoire burkinabé et vice-versa pour le Niger aussi, que ce soit l'armée nigérienne qui ait la capacité de se mobiliser et de sécuriser le territoire nigérien. Nous sommes dans une guerre de longue haleine, une guerre difficile, une guerre coûteuse en vies humaines. Déjà, il faut faire ce grand mémorial de tous ces soldats-là, de ces innocents qui sont tombés sous les balles des terroristes, des narcotrafiquants, des bandits armés d'une part, et qui sont tombés parce qu'ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils se posent même des questions. C'est une guerre importée sur leur territoire où aller les agresser. Quelle leçon d'islamisme ou de religion a-t-on à donner à un pays qui a embrassé, le Mali qui a embrassé l'islam depuis le 11e siècle, depuis Ouagadougou, depuis la fin de l'empire du Ghana jusqu'à nos jours. Donc c'est vraiment une histoire difficile, vécue difficilement par ces populations et que les autorités politiques de ces différents pays sont les rares à ne pas tirer les leçons. Les peuples en sont conscients et les peuples sont en rang soudé, en rang serré pour sortir de cette situation. Et j'ose espérer les peuples du Burkina, du Niger et du Mali trouveront les moyens nécessaires, les ressorts nécessaires pour sortir avec l'aide de l'Afrique et d'une humanité épris de paix et de justice ouverte à la justice internationale pour sortir de cette situation, afin qu'il soit bon de vivre au Sahel et qu'on parte de Dori jusqu'à Douanza sans se poser des questions. Tiambel Guimbaera, merci. Je rappelle que vous êtes analyste politique, journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. Siaka Coulibaly, politologue, il était en ligne de Ouagadougou au Burkina Faso. Il n'a pas pu continuer en raison de la qualité de la liaison téléphonique. Bien sûr, la ligne qui a été défectueuse. Il y a eu Sédik Abba, on rappelle, qu'il est journaliste, écrivain, ancien rédacteur en chef du magazine Jeune Afrique, ancien chef du bureau de Paris, pour Paris de l'agence PANA et chroniqueur au Monde
Afrique, auteur de plusieurs livres de référence sur le terrorisme. On en a vu quelques-uns pour comprendre Boko Haram ou bien Voyage au cœur de Boko Haram, enquête sur le djihadisme en Afrique subsaharienne. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles au programme de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale. Ne désespérez jamais de l'Afrique, malgré tout, car l'Afrique est la mamelle du monde. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne panafricaine internationale.